Bienvenue au webinaire Gestion de projet PM Square, Harmonisation et unie dans la diversité, organisé par QRP International. Donc, je reviendrai sur QRP International et son offre en fin de webinaire. Pour l'instant, on va faire les présentations. Donc, je suis Adélaïde, chargée de marketing. J'ai rejoint l'équipe QRP en 2018 dans le but de vous aider à enrichir vos connaissances sur les bonnes pratiques en management à travers des événements comme celui-ci, mais également en publiant du contenu sur notre blog, sur notre chaîne YouTube ou encore notre page LinkedIn. Donc aujourd'hui, je suis avec Natacha Brenner, à qui je laisse la parole pour se présenter et puis pour animer ce webinaire. Oui, merci Adélaïde. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc moi je suis donc Natacha, je suis une Européenne convaincue puisque je suis finlandaise, allemande, mais née en France. Donc vraiment je dirais que voilà, l'Europe c'était là vraiment dans mon ADN. Et donc j'ai dédié plus de 15 ans au projet européen. Et donc, je suis aussi experte intervenante et ambassadrice PM Square parce que je suis très enthousiaste à propos de cette méthodologie et j'espère que je pourrai partager mon enthousiasme avec vous aujourd'hui. D'ailleurs, bon voilà, j'ai les certifications aussi PMP et PM Square. J'ai aussi eu la chance de pouvoir faire partie de la team de relecture de la version française du guide. Voilà, donc comme vous le comprenez, je suis une Européenne convaincue. J'aime beaucoup tout ce qui est échange de bonnes pratiques et amélioration continue au sein de l'Europe. Donc voilà, et donc je laisse la parole à Adélaïde pour nous présenter un petit peu le sommaire, le contenu de ce webinaire. Oui, merci. Donc, en fait, dans un premier temps, nous verrons donc la valeur ajoutée de la gestion de projet, le cadre harmonisé pour l'UE, donc PM Square, les fondements de cette méthode, les mindsets, et ensuite, on verra la nouvelle certification. Exactement, donc Adélaïde. Donc avant tout, je voudrais commencer avec le cauchemar de tout chef de projet. En l'occurrence, le naufrage du Titanic qui nous apprend ce qu'il faut faire et surtout ce qu'il ne faut pas faire avec ses projets. Comme vous le savez, le Titanic a fait naufrage en 1912 après avoir heurté un iceberg. Sur les 2200 passagers environ, plus de 1500 ont trouvé la mort, ce qui en fait une des plus grandes catastrophes de l'histoire. Et c'est souvent cité en exemple pour essayer d'en tirer des leçons en tant que chef de projet, puisqu'on sait que cette catastrophe aurait pu être évitée s'il n'y avait pas eu un cumul d'erreurs. Alors, la première leçon très importante, c'est que la phase de préparation est absolument cruciale. Dans le cas du Titanic, il y avait cette phase un peu d'essai, de préparation, mais elle a été abrégée parce qu'en fait, l'objectif, c'était de tout accélérer pour rapidement mettre en circulation le Titanic, quitte à prendre des matériaux moins bons, quitte à ne pas faire autant d'essais que prévu. Et pourtant, le secret d'une bonne mise en œuvre, et ça, du coup, vous le savez en tant que chef de projet, c'est que plus le projet est complexe, plus la phase de préparation est décisive. Et parfois, on vous met la pression parce que c'est un gros projet, qui a des gros intérêts, mais en fait, justement, c'est là où il faut prendre le temps de scrupuleusement préparer le projet. Deuxième leçon apprise à l'issue de cette catastrophe, c'est que l'excès de confiance, c'est dangereux. Le Titanic était considéré comme une merveille technologique et avait la réputation d'être insubmersible. Donc, il n'y avait pas assez d'embarcations de sauvetage. On croyait, c'était un peu la folie, voilà, des grandeurs. Et en fait, là aussi, dans votre métier de chef de projet, on ne peut jamais partir du principe qu'un projet se déroule exactement comme on l'a prévu. Ce serait une illusion. Et moi, c'est pour ça que j'aime bien toujours dire project manager, c'est problem manager. Parce qu'en fait, on se retrouve toujours à gérer des choses qu'on n'avait pas initialement envisagées comme telles. Donc, ensuite, troisième point vraiment important, c'est que la gestion des risques est un incontournable. Le capitaine, à l'époque du Titanic, a reçu énormément d'avertissements de bateaux à côté qui l'ont alerté. Attention, il y a un danger. Mais il s'en fichait complètement. Il s'est dit, ouais, nous, c'est le Titanic, on s'en fiche.
Et aujourd'hui, nous vivons en fait dans un monde qui est incertain. Ce que nous a démontré la pandémie, qui a fait basculer le monde dans l'incertitude du jour au lendemain, et aussi les conflits internationaux qu'on n'aurait pas imaginé d'une telle ampleur il y a quelques années. Donc aujourd'hui, la prise en compte des risques, c'est un passage absolument obligé pour tout projet, pour ne pas courir à la catastrophe, parce que là, on peut aussi choisir quels risques on peut prendre et quels risques on évite. Et pour finir, dernier apprentissage de ce naufrage, c'est que tout changement a un impact. Le Titanic, par exemple, avait navigué à vitesse maximale alors que ce n'était pas prévu dans une zone dangereuse puisqu'il y avait des icebergs pour impressionner les passagers. L'idée, c'était qu'il arrive plus tôt. Et dans tout projet, quand on vous demande d'accélérer, voilà, de livrer plus tôt, de diminuer le budget, d'augmenter le périmètre du projet, tout ça, ça a un impact qu'il faut absolument évaluer. Alors, pourquoi avons-nous besoin finalement de la gestion de projet? Tout d'abord, il s'agit de sécuriser parce qu'il faut déterminer bien sûr la faisabilité du projet pour avoir un peu le feu vert et dire OK, on y va. Et souvent, c'est encore un point quand par exemple vous avez beaucoup de pression, on va vous imposer un projet sans vraiment déterminer s'il est faisable. Et ça, c'est essentiel. Sinon, on se rend compte en cours de réalisation qu'on fonce droit dans le mur. Donc, ça, c'est très, très important. Voilà, il faut consolider le périmètre. Il faut s'assurer aussi du soutien formel de vos parties prenantes. Vous avez des parties prenantes qui sont essentielles dans votre projet. Si ces parties prenantes ne vous soutiennent pas, comment vous allez mettre en œuvre le projet? Donc ça, c'est vraiment voilà, sécuriser et aussi déterminer quels sont les risques pour ensuite, en connaissance de cause, dire OK, on sait où on va, on a déterminé voilà tout ça, on a le bon soutien, on a le feu vert, on peut y aller. Deuxième point de la gestion de projet, c'est tout ce qui est planifié et anticipé. Et en fait, là, il s'agit en fait vraiment de déterminer un plan de travail détaillé, un manuel avec tous les plans, la com, comment vous allez gérer la communication, comment vous allez gérer les risques, comment vous allez gérer les problèmes. Enfin voilà, tout ce dont vous avez besoin pour votre projet dans le plus de détails possible. Ensuite, il s'agit aussi d'organiser le projet avec voilà, les parties prenantes, qui va faire quoi, à quel moment, pour quel livrable, etc. Et déterminer les étapes importantes. Et ensuite, la gestion de projet consiste ensuite à piloter, c'est-à-dire donner une direction, l'objectif étant, en tant que chef de projet, d'amener le projet à bonne destination. C'est pour ça qu'on a une petite icône de pilote, si vous regardez dans le graphique, qui explique bien qu'en fait, votre rôle, c'est vraiment d'amener toutes les parties prenantes, de faire en sorte que tout s'articule de manière à arriver à destination. Et sur le chemin, voilà, de gérer les problèmes, de gérer les soucis de communication, de s'assurer que les livrables sont bien livrés au bon moment, etc. Et pour finir, la gestion de projet, ça consiste à maîtriser. Maîtriser en fait la vie du projet, c'est-à-dire avec un suivi et contrôle. On vérifie la conformité du projet avec ses attentes. On vérifie aussi que la qualité est à la hauteur de ce qui est attendu. Et surtout, aujourd'hui, on s'assure aussi, on doit gérer le changement. On vit dans un monde de plus en plus agile. Donc, en fait, cette gestion du changement, aujourd'hui, elle fait partie intégrante du projet et on doit la gérer avec beaucoup plus de souplesse. Donc, depuis les années 70, on a eu beaucoup de méthodologies de gestion de projet qui ont été développées, comme par exemple PMP, Prince2, IIPM, les méthodes agiles comme Scrum. Et en fait, on parle de projectification, c'est-à-dire en fait qu'aujourd'hui, on fonctionne pour tout en mode projet, y compris pour ce qui est organisation de la vie privée, le projet famille, le projet mariage, je ne sais quoi, pour avoir davantage de maîtrise, de qualité, d'efficacité, de transparence, et pour s'assurer en fait qu'on va arriver à atteindre nos objectifs. Voilà. Donc ça, c'était un petit peu pour cette introduction avant de rentrer, voilà, avant de parler de la suite.
Eh bien, merci pour cet exemple, Natacha, qui permet d'un petit peu mieux comprendre les besoins et l'utilité de la gestion de projet en général. La Commission européenne a également compris ce besoin et a donc développé PM Square. Et en effet, cette méthodologie est censée répondre à un défi qui est très important pour l'UE, qui est bien sûr de comment apporter l'harmonisation et l'unité dans la diversité. Et voilà. Donc, Natacha, comment penses-tu que PM Square peut répondre à ce défi? Alors effectivement, Adélaïde, c'est pour ça, c'est voilà, très bonne idée de titre, en tout cas pour ce webinaire, parce que c'est le vrai défi de l'UE qui se résume très bien avec le slogan Unis dans la diversité, puisque effectivement, enfin, je vais vous partager avec vous quelques chiffres clés, donc 27 pays, 350 régions, 24 langues, un budget à long terme 2021-2027 autour de 1800 milliards d'euros et une incroyable diversité. On a un contexte vraiment très, très spécifique, une construction unique au monde et qui se résume très, très bien par ce slogan uni dans la diversité. Et en fait, ici, dans ce schéma que vous pouvez voir, cette diversité, elle est à la fois au niveau des membres de l'UE, mais aussi au niveau des programmes. Alors parfois, vous avez programme EuropeAid, vous avez programme Horizon Europe, vous avez programme Erasmus+, vous avez programme Média, vous avez énormément de programmes différents et énormément aussi de partenaires différents. Donc, il y a d'abord la Commission européenne, des institutions de l'UE, des prestataires de services, des États membres et après les citoyens européens aussi. Donc, dans tout ça, voilà, on a besoin un petit peu de rationaliser les approches, de développer un cadre, un référentiel commun, en fait. C'est un peu comme, moi j'ai travaillé beaucoup avec Eurostat et l'harmonisation statistique. Et dans le système statistique européen, ben voilà, on a besoin de règles communes, d'un code, d'un langage commun, de processus communs pour en fait ensuite voilà, travailler, parler des mêmes choses et développer en fait une approche qualité, une communauté de bonnes pratiques. Mais vraiment, ça passe déjà par un langage, une harmonisation et des processus communs. Donc, vous me demanderez maintenant quelle est l'histoire. Ce PM Square, donc du coup, ça vient répondre à un vrai besoin, puisque jusqu'à présent, chaque programme est un petit peu géré différemment, avec un vocabulaire différent, des structures d'offres différentes. Et voilà, quelle est l'histoire et pourquoi on en parle tellement aujourd'hui? Alors, on va faire un petit voyage dans le temps. PM Squared est né en 2007 au sein de la DG informatique de la Commission européenne. Donc, c'est là où a été conçue la première version. Comme beaucoup de méthodes de gestion de projet, ça nous vient de l'informatique. Et ensuite, en 2012, il y a une V2 et en fait, ça s'est en fait étendu à tous les projets de la Commission européenne. On a enlevé tout ce qui était vocabulaire spécifiquement informatique et on l'a ensuite vraiment adapté comme cadre de référence pour les projets de la Commission européenne. En 2016, nouvelle grande date, on passe à Open PM Square, la première version, qui consiste à ouvrir cette méthodologie à toutes et tous. C'est-à-dire, on va sur Internet et on peut accéder à cette méthodologie. Et en 2018 a eu lieu la première conférence Open PM Square et a été éditée la version 3 du guide. Alors, je vous la montre, elle est ici, je vous la montrerai, voilà, encore une fois, donc, la version 3 du guide. Et depuis 2022, c'est-à-dire l'année dernière, PM Square a été intégré dans ESCO, qui est le système de classification pour recenser les compétences nécessaires au métier au sein de l'UE. En gros, c'est un cadre référentiel pour comparer les métiers en Europe et en fait essayer de déterminer quelles compétences sont nécessaires pour quel métier. Et PM Square a été intégré comme référentiel pour le métier de chef de projet au sein de l'UE. Et aussi, très récemment, PM Squared a été aussi désigné par le médiateur européen, Ombudsman, a été présélectionné comme un des projets qui pourrait être, enfin, un projet éligible parmi une cinquantaine d'autres
pour gagner un prix pour à favoriser une meilleure administration au sein de l'Union européenne. Et donc ça va vous intéresser, vous toutes et tous. 2022, depuis 2022, c'est possible pour tout le monde de passer la certification, ce qui avant était réservé au personnel de la Commission européenne. Voilà. Merci. Donc, l'objectif de PM Square est assez clair. Qu'en est-il de l'utilisation réelle de la méthodologie? En fait, quels sont ses principaux atouts? Effectivement, Adélaïde, c'est une très bonne question. Donc, pourquoi, voilà, quels sont les atouts? Qu'est-ce qui différencie vraiment PM Squared? Alors, tout d'abord, c'est vraiment une méthodologie légère et facile d'accès. En comparaison, vous pouvez voir dans cette petite représentation, PM Squared a 100 pages. Donc là, je vous remontre à nouveau. Hein, c'est un guide vraiment quand même très synthétique. Prince2, c'est autour de 300 pages. Et alors, le PMBOK, qui est la référence pour PMP, comprend maintenant 500 pages. Moi, à l'époque où j'ai fait la première certification, c'était 700 pages. Donc, imaginez un petit peu le volume. Donc, en fait, elle présente l'avantage d'être légère et du coup assez facile. Enfin, voilà, c'est plus facile de s'approprier une méthodologie de 100 pages plutôt qu'une méthodologie de 500 ou 700 pages. Le deuxième atout, c'est que c'est une méthodologie qui est parfaitement adaptée au contexte de l'UE. Parce que bon, d'autres méthodologies peuvent venir du monde anglo-saxon, un petit peu, voilà, et puis sont du coup appliquées dans de nombreux secteurs. Mais là, vraiment, c'est une méthodologie qui a été faite sur mesure, qui se base sur toute cette expérience de gestion de projets, programmes, portefeuilles européens, qui du coup aussi adopte le vocabulaire européen et qui tient compte aussi de tout ce qui est modèle de gouvernance, on y reviendra. Mais par contre, je tiens à préciser que même si c'est une méthodologie qui vient de l'UE, c'est une méthodologie qui est pertinente pour tous les chefs de projet. Je trouve qu'elle se décline très très bien. Mais elle est elle tient vraiment compte aussi du contexte européen. Ensuite, un autre atout, mais ça je trouve vraiment très très avantageux, c'est que c'est une méthode extrêmement pratique. Et souvent, dans les méthodologies, on vous dit souvent ce qu'il faut faire. Vous devez faire un plan de gestion de la communication, vous devez faire une plan de gestion des risques, mais on ne vous dit pas nécessairement comment faire exactement, de manière pratique. Alors là, Et là, PM Squared propose 32 modèles, documents qu'on appelle les artefacts, que vous pouvez en fait personnaliser et qui vous indique exactement en fait comment, il y a des instructions, c'est-à-dire que vous avez 32 documents que vous pouvez télécharger gratuitement et que vous pouvez utiliser votre projet et adapter à votre contexte spécifique qui vous indique, voilà, il y a déjà tout un modèle préparé. Donc ça, franchement, je trouve que c'est vraiment très pratique quand on se retrouve à commencer à gérer un projet. Ensuite, c'est un dispositif qui est peu coûteux puisque tout le matériel est open source, donc c'est gratuit. Le matériel, à la fois le guide et les artefacts, et après il y a même des guides, sur les programmes, les portefeuilles, etc. Et il n'y a pas de frais récurrents. Et si vous passez la certification, c'est une certification à vie. Parce que dans le cas d'autres certifications, parfois, vous devez la renouveler tous les 3 ans. Donc, ça nécessite, aussi un investissement en temps, en argent, etc. Alors que là, une fois que vous avez votre certification, vous l'avez à vie. Elle est ensuite facile, donc ça, on l'a déjà dit. Et cette PM Squared, c'est un peu le best-of de plein de pratiques de Prince2, de PMP et de IPMA et aussi des méthodes agiles. Donc, en fait, c'est un espèce de bon best-of, mais qui est assez facile d'accès et où on a pas mal de liberté de personnalisation. Et enfin, c'est une méthode qui est agile, évolutive, puisque déjà dès sa conception, elle intègre une forme d'agilité. Alors, comme vous le savez, notre monde évolue de plus en plus vers l'agilité et les méthodes dites traditionnelles
deviennent de plus en plus hybrides et doivent intégrer des principes agiles pour s'adapter mieux et plus rapidement aux changements. Et en fait, PM Square, dès le départ, elle intègre ces principes agiles dans sa conception, en fait. Donc, ce que, voilà, aussi, je trouve voilà, très sensé, c'est-à-dire de ne pas être méthode traditionnelle versus agile, mais d'être déjà dans un dispositif un petit peu hybride. Voilà. Et enfin, c'est une méthodologie très visuelle, donc ça, nous aurons l'occasion d'y revenir très vite. Comme je le disais tout à l'heure, pour présenter les avantages, moi, ce que je trouve vraiment très parlant, c'est tous les outils de visualisation de PM Square, parce que moi, je suis particulièrement visuelle, qui permettent en fait de donner une vue d'ensemble. Et c'est typiquement le cas de cet édifice PM Square qui en fait représente toute la méthodologie. Alors, en fait, cet édifice, vous voyez, il se base sur deux fondements. Donc, il y a le guide de la méthodologie, PM Square, et il y a les bonnes pratiques, toutes les bonnes pratiques qu'on va recueillir de gestion de projet à partir des chefs de projet, de tout ce qui est bonnes pratiques qu'on va collecter à travers cette communauté de chefs de projet européens. Ensuite, vous avez 4 piliers. Alors, il y a le pilier de la gouvernance, le pilier du cycle de vie de projet, le pilier des processus et activités, et le pilier des documents ou artefacts. C'est ce dont je vous parlais, c'est les modèles de documents qui vont vous servir à, en fait, voilà, planifier votre projet. Et donc, vous avez ensuite le toit qui consiste qui représente la concrétisation effective des solutions et des avantages. Donc, qui propose une vision assez pragmatique. Et ensuite, vous avez le contrôle et flexibilité sur lequel ce toit repose, c'est-à-dire, et là, vous voyez en fait cette espèce le côté hybride en fait, le côté contrôle et la dimension agile où il faut rester flexible et s'adapter aux changements. Et enfin, vous avez tout ce qui maintient en fait la philosophie PM Squared en bleu, donc on y reviendra, qui du coup maintient tout l'édifice ensemble. C'est un peu ce qui unit tout ça. Donc voilà, donc ça c'est pour l'édifice, Adélaïde. Très bien, donc merci Natacha. Mais si on regarde cette image, en fait, je sais que nous ne pouvons pas entrer dans tous les détails, hein, mais peut-être que tu peux en dire un peu plus sur le modèle de gouvernance ou les phases du projet. Très bien, du coup, le modèle de gouvernance. Alors là aussi, moi, je n'ai pas pratiqué de méthodologie de gestion de projet qui m'a vraiment fourni un modèle de gouvernance comme celui-ci, que je trouve très, très précieux. Et en fait, ce modèle de gouvernance, il est, encore vous voyez, c'est très visuel. Vous avez deux perspectives et deux logiques différentes. Donc, vous avez à gauche la maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire c'est la perspective client. Et à droite, vous avez la maîtrise d'œuvre et la perspective, en fait, prestataire, fournisseur de solutions. Et vous voyez, et ensuite, vous avez des rôles qui sont assignés selon différentes strates. Donc, vous avez la strate de gouvernance de l'organisation qui est en charge de la stratégie, la strate pilotage qui est en charge de donner une direction au projet, c'est le comité de pilotage qui va en fait donner cette direction. La strate direction qui va prendre un petit peu la responsabilité, mettre à disposition les ressources pour le projet. La strate gestion qui est vraiment en charge de tout ce qui est mise en œuvre ensuite du projet. Et ensuite, la strate exécution qui va préparer les livrables. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en plus de ce modèle de gouvernance, vous avez PM Squared fournit aussi une liste table de responsabilités informées, comptables, une RACI table, un tableau pour répartir les compétences et savoir qui est responsable dans les différentes phases pour quel document et quelle activité. Et ça peut ensuite être personnalisé. Mais c'est vrai que ça fournit un cadre très clair pour avancer sur le projet. Et ensuite, vous voyez encore une fois là, très bon outil de visualisation, les phases du projet qui sont représentées, vous voyez, au milieu, vous avez la phase de lancement, la planification, l'exécution et la clôture.
et le suivi et contrôle qui n'est pas une phase en soi, mais un dispositif, un process en continu. Et ensuite, vous avez à chaque fois les acteurs de cette phase, les acteurs essentiels qui se trouvent tout en haut. Vous voyez, porteur du projet, chef du projet, équipe centrale, partie prenante. Et après, vous avez, ça vient de PMP, hein, c'est-à-dire les contributions à la phase, les inputs, et ensuite les réalisations de la phase, output, c'est-à-dire chaque en fait, début de phase, on commence avec un document et matérialisé par un livrable. Et chaque fin de phase, en fait, se matérialise par une sortie de phase et l'approbation d'un livrable qui permet de passer à la phase suivante. Et ce livrable qui a été validé constitue le point de départ de la phase ensuite. Mais là aussi, voilà, ça permet une très bonne visualisation et être sûr, voilà, qu'on on est bien, donne une bonne vue d'ensemble pour vérifier qu'on a bien répondu à toutes les attentes. Voilà, c'est que, en fait, c'est le supplément d'âme de cette méthodologie. Parce qu'en fait, vous pouvez voir avec ce graphique, donc vous avez la méthodologie et tous les process. Mais si, en fait, la gestion de projet se résumait à une méthodologie des plans et des process, ça serait facile, en fait, j'ai envie de dire. Ça ne suffit pas. Et donc, en fait, vous avez tout cet aspect qui souvent n'est pas, je trouve, assez valorisé dans les méthodologies où on va beaucoup, en fait, se concentrer sur les process. Donc, il faut connaître, bien évidemment, mais c'est tout ce qui est mentalité, attitude, savoir-faire, savoir-être, croyance, valeur, pour, en fait, faire preuve de perspicacité. Et donc, ces deux dimensions qui sont indissociables, surtout pour gérer la complexité. Les projets sont de plus en plus complexes. Et donc, en gros, si on résume, c'est atteindre les objectifs du projet en prenant les bonnes décisions au bon moment, de la bonne manière et pour les bonnes raisons. Ça fait beaucoup de choses. Alors, en quoi ça consiste, en fait, cette philosophie PM Square? Donc, moi, j'ai envie de dire, c'est un savant mélange de pas mal de choses. Vous avez tout d'abord tout ce qui est soft skills et relationnel, qui est une partie très importante. Alors, c'est tout ce qui est empathie, communication, oui, gestion d'équipe, gestion du stress, débrouillardise, voilà. Après, vous avez tout ce qui est compétences de perspective, c'est-à-dire ce sont les compétences qui vous permettent de mieux comprendre la stratégie, le pouvoir et les intérêts sous-jacents, parce que parfois vous avez des projets qui ne fonctionnent d'une certaine manière parce que vous allez avoir des rivalités ou un agenda politique, etc. Donc tout ça, il faut le comprendre. Des cultures différentes, c'est-à-dire le même projet appliqué dans des cultures différentes devra être adapté différemment parce qu'on n'a pas la même gestion du temps, la même gestion du leadership, la même façon de procéder. Et ensuite, tout ce qui est aussi accepter le changement, intégrer le changement. Ensuite, il y a toute une dimension autour de l'éthique, c'est-à-dire c'est tout ce qui est votre boussole intérieure, votre déontologie, votre intégrité, votre honnêteté. Et ça aussi, c'est vraiment, ça fait partie, c'est cité en annexe, c'est un point qui est très important pour réunir la communauté de chefs de projet PM Square. Et enfin, vous avez les vertus. Et les vertus, et là aussi, on a une liste de vertus de qualité personnelle et professionnelle. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est lister. Mais par exemple, ça peut être la tempérance, ça peut être le courage, ça peut être plein de, l'éloquence, ça peut être plein de qualités qui font que, en fait, vous serez un bon chef de projet. Mais ce qu'il faut savoir, c'est un peu la griffe personnelle. C'est-à-dire, vous avez différents styles. Vous allez avoir un chef de projet très bon dans ça, un autre qui aura une autre qualité, mais l'idée, c'est d'avoir des vertus. Et en fait, ce qui va vous permettre de bien piloter votre projet, c'est la circonspection, le jugement et la perspicacité. Parce qu'en fait, vous pouvez avoir des styles de gestion de projet différents, mais ce qui va faire votre efficacité, c'est le bon jugement, la circonspection et la perspicacité. Et maintenant, si on rentre au niveau pratique, il y a carrément, du coup, ces mentalités sont aussi carrément désignées de manière explicite. Donc, en fait, je vais vous les lire. Donc, il y a appliquer les bonnes pratiques PM Square pour gérer ses projets. Bon, ça, c'est clair.
Gardez à l'esprit que les méthodologies sont là pour servir les projets et non l'inverse. Donc, de garder en tête que la méthodologie, ce n'est pas un truc mécanique. Il faut faire preuve de bon sens. Maintenir une orientation résultat par rapport à tous les projets et activités. S'engager à fournir les résultats du projet avec une valeur maximale plutôt que de simplement suivre les plans. Si vous avez moyen de rendre le projet encore meilleur, eh bien, faites-le. C'est une bonne chose. Favoriser une culture de collaboration, communication claire et de responsabilité. Attribuer les rôles de projet aux personnes les plus appropriées pour le bénéfice du projet et pas, par exemple, juste au relationnel parce qu'on est amis, parce qu'on a, voilà, vraiment donner les rôles aux gens qui savent faire le travail. Équilibrer de la manière la plus productive les priorités de gestion de projet, souvent conflictuelles. Donc, vous avez souvent des intérêts divergents, conflictuels, et vous devez vous trancher et dire, voilà, là, maintenant, le plus important, c'est ça. Investir dans le développement de compétences techniques et comportementales pour devenir de meilleurs contributeurs. Là, c'est l'amélioration continue. Vous constatez que vous avez besoin de, voilà, il vous manque des compétences et l'idée, c'est du coup de les acquérir pour mieux gérer votre projet. Impliquer les parties prenantes dans le changement organisationnel nécessaire pour maximiser les bénéfices du projet, partager les connaissances et tout ce qui est leçons apprises. Encore une fois, c'est l'amélioration continue, apprendre du passé pour un meilleur avenir. Et enfin, s'inspirer, et là on revient sur l'éthique, des lignes directrices PM Squared sur l'éthique et les vertus professionnelles. Donc aussi dans tout ce qui est cette philosophie, mentalité, l'idée c'est aussi vraiment de revenir au bon sens. Et quand, vous le savez certainement, quand vous êtes dans des projets extrêmement complexes, vous avez des plans, des documents hyper compliqués, peut-être parfois sur plusieurs années, avec parfois on ne se pose plus la question le bon sens pour vraiment prendre les bonnes décisions. Donc, par exemple, savons-nous ce que nous faisons? Savons-nous pourquoi nous le faisons? Savons-nous qui fait quoi? Est-ce que c'est important? Est-ce qu'on va livrer à tout prix ou à tout risque? Est-ce que les bonnes personnes sont impliquées? Est-ce que nous avons vraiment amélioré les choses? Si vous constatez que voilà, c'est la dégradation et que c'est contre-productif, votre philosophie devrait vous inciter à dire bon ben on va faire intervenir. Devrais-je intervenir? Est-ce une tâche pour eux, pour nous? Quelle vie aura lieu après le projet? Parce que l'idée, c'est que le projet, il est là pour apporter une amélioration, mais du coup, après le projet, il y a une vie derrière. Voilà, c'est vraiment en fait du bon sens. Et moi, j'aimerais du coup terminer sur un point, c'est que aujourd'hui, on se pose beaucoup de questions sur l'intelligence artificielle. Ça va sans doute révolutionner beaucoup de métiers, y compris le métier de chef de projet. Mais ce qui fait la différence de l'humain, c'est ça. C'est vraiment le bon sens, c'est les soft skills, c'est les mentalités. Et ça, du coup, c'est vraiment ce qui nous différencie de l'intelligence artificielle aussi. Donc, voilà, je trouve que c'est vraiment un point qui est primordial dans la gestion de projet. Et et j'espère que ça vous inspire autant que moi. Voilà. Parfait, merci Natacha. Alors maintenant, on va peut-être passer à la certification. Donc voilà, donc QRP propose des formations depuis 20 ans dans le domaine du management de projet, de programmes, de portefeuille, des services IT, agile et conduite du changement. Donc en ce qui concerne le parcours de formation et certification, il y a plusieurs modalités de formation qui s'offrent à vous, puisque QRP propose des formations aussi bien, donc elles sont certifiantes, mais elles sont aussi bien en présentiel à Paris, en classe virtuelle, en intra-entreprise, donc dans vos locaux, et également en e-learning. Voilà. Donc QRP fait également partie du PM Group. Donc en fait, ce qui permet en fait, c'est le seul institut qui répond aux normes de la Commission européenne. D'ailleurs, toutes nos formations sont conformes aux recommandations de la Commission européenne et donc du Centre d'excellence PM Square. Donc ça, c'est également important parce que la certification a vraiment la même valeur que celle qui est interne à la certification de la Commission européenne. Voilà, pour ce qui est de la formation.
Donc maintenant, j'ai reçu quelques petites questions, donc je pense qu'on va passer aux questions, Natacha, si tu veux bien. Ouais. Mhm. Super. Alors la toute première, c'était donc quelle est selon vous la meilleure stratégie pour convaincre une organisation, publique ou privée, d'adopter OpenPM Square? La meilleure stratégie pour convaincre? Eh bien, je dirais, c'est déjà partager, voilà, un petit peu les atouts que ça peut représenter pour l'entité. C'est-à-dire, si c'est une entité qui répond à des appels d'offres, qui gère des projets, en fait, c'est présenter un petit peu les atouts que ça peut représenter et puis partager les documents en question, parce que je pense qu'après, lorsqu'on consulte, on a directement accès au manuel, on a directement accès au template. Je trouve que déjà, c'est très convaincant. Mais après, tout dépendra après de quelle organisation il s'agit. Si c'est maintenant une organisation qui répond aux appels d'offres, par exemple, pour moi, c'est un atout qualité, c'est-à-dire c'est quelque chose que vous pouvez même mettre dans votre stratégie qualité pour dans la mise en œuvre, dans tout ce qui est gestion de projet, c'est que vous utilisez cette méthodologie qui est là pour l'harmonisation. Enfin, c'est quand même la méthodologie qui va être officiellement reconnue, qui est en train d'être traduite, qui existe déjà dans 4 langues, mais qui va être traduite sans doute dans une dizaine, quinzaine de langues dans les prochaines années. Donc, si vous travaillez avec l'UE, voilà, je pense qu'il n'y a pas à hésiter. Si maintenant c'est une institution qui cherche un outil de gestion de projet qui ne sait pas lequel, déjà voilà, tous les outils sont open source. Donc j'ai envie de dire déjà partager ça et ensuite se faire un avis sur ces documents, sur la méthodologie, c'est déjà un point convaincant. Il y a aussi un flyer qui montre un petit peu les atouts. Et voilà. Et ensuite, après, c'est voir quels sont les besoins spécifiques de la cible identifiée, bien sûr. Voilà. J'espère que ça répond à cette question. Merci, oui. Alors ensuite, on a une autre question. Donc, pensez-vous que la méthodologie PM Square pourrait être imposée pour candidater et réaliser au programme de recherche et d'innovation de l'Union européenne? Je pense que peut-être on va tendre vers ça, mais pas à ce stade-là. Là, c'est encore trop. On est encore au début, c'est-à-dire qu'il faut laisser le temps. Mais je pense qu'à terme, il faudra, voilà, si c'est reconnu au niveau ESCO, si c'est reconnu comme outil officiel de l'UE, en fait, on va passer à un stade, si c'est vraiment l'outil officiel, il faudra à un moment donné que les appels d'offres et enfin, tout s'aligne. Mais en fait, bien sûr, ça prend du temps. Comme il y a une diversité, vous voyez, voilà, d'acteurs et que chaque outil, moi-même j'ai candidaté, bon, EuropeAid, Erasmus+, Eurostat, à chaque fois, la façon de présenter est différente. Mais c'est vrai que, et puis même les noms, la terminologie n'est pas la même, on s'y perd un petit peu. Et je pense qu'à terme, on devra, voilà, mais ça sera, il faut laisser le temps. On ne peut pas imposer ça direct parce que, voilà, il faut le temps que ça se diffuse, il faut que le temps que les personnes soient informées. Là, on est au tout début. Donc, je pense que oui, mais je pense que ça prendra encore quelques années avant d'en arriver là. Voilà. Merci. C'est une méthode récente. Est-ce qu'il y a déjà eu des applications hors des institutions européennes sur des projets IT, par exemple? Il y a une autre question qui vous rejoint, c'était donc quelles sont les entreprises qui l'utilisent actuellement? Eh bien, pour l'instant, je pense que c'est surtout quand même l'UE. Je pense que du coup, au niveau IT, c'est beaucoup utilisé puisque ça vient de l'IT. Donc, pour les gros projets européens, tout ce qui est interne à la Commission, c'est utilisé. Là, la question, c'est en dehors. Alors, je sais qu'on avait un intervenant aussi pendant le webinaire en allemand qui l'utilise et qui, du coup, le diffuse aussi pour le secteur de l'industrie. Après, je ne saurais pas maintenant vous citer là des noms. Enfin, voilà, moi c'est du coup c'est surtout des organisations pour l'instant publiques, parapubliques qui l'utilisent puisque en fait il y a vraiment ce lien européen. Mais ça va s'étendre parce que comme vous le savez, les fonds européens aujourd'hui ils s'adressent aussi au secteur privé. Donc voilà, tout ce qui est tous ceux qui candidatent à des fonds et qui sont intéressés par les fonds européens, ça sera une méthodologie qui. Mais vous donner la liste, là, c'est un petit peu voilà, difficile à vous dire, mais ça commence tout simplement à se propager. Je sais que c'est utilisé déjà par le ministère de la Défense en France, donc c'est plus des acteurs publics pour l'instant, mais je crois vraiment que cette méthodologie, elle est tout à fait adaptée au secteur privé aussi. Donc
Voilà. Mais on va avoir de plus en plus d'entreprises qui vont l'utiliser. Donc, Oui, donc la méthodologie PM Square est applicable pour les projets de recherche où la faisabilité n'est pas acquise. Voilà. La méthodologie PM Square est-elle applicable pour les projets de recherche où la faisabilité n'est pas acquise? oui, après, de toute manière, la gestion, enfin, cette méthodologie, en fait, l'idée, c'est qu'elle est vraiment customisable. Enfin, on est vraiment sur, elle donne des lignes directrices, mais en fait, l'idée, c'est vraiment qu'après, il faut la personnaliser selon les secteurs. Et vous devrez adapter les rôles. Vous devrez, par exemple, vous allez avoir voilà, plein d'outils pour gérer votre projet. Mais si vous avez un projet plus petit, vous n'allez pas nécessairement utiliser les 32 modèles de documents. En fait, tout ça, après, c'est le bon sens, c'est-à-dire voir, voilà, et puis selon la gouvernance que vous allez avoir. Alors, je sais justement que, voilà, je travaillais avec certains, voilà, un institut en lien avec la recherche, où du coup, l'organisation, la gouvernance interne fait que le modèle de gouvernance standard proposé doit être adapté. Mais à ce moment-là, on l'adapte, pas de souci. Enfin, c'est vraiment l'idée c'est une méthodologie et c'est à vous après de l'adapter au mieux au secteur. Donc, je pense que ce qui serait vraiment intéressant pour cette méthodologie ensuite, c'est qu'elle soit après déclinée aux différents secteurs parce que chaque secteur a des spécificités. Mais là, ça demande encore plus voilà, de boulot, de déclinaison. Je ne sais pas si ça pourra être fait. L'idée, c'est vraiment comme PMP, Prince, hein, c'est du générique et c'est à vous après de voir comment vous l'appropriez, comment vous l'adaptez à votre environnement. Donc, il y a des choses qui sont vraiment sensées, il y a des choses où là, vous direz, bah, cette partie-là, pour nous, c'est pas pertinent, on devra le faire d'une façon différente, où on devra impliquer un rôle différent. Donc, c'est ça, en fait, il y a vraiment une part enfin, voilà, de personnalisation qui est essentielle. Très bien. Donc, voilà, on a ici une question d'Anaïs. Merci pour ce webinaire. Quelle est la valeur ajoutée de QRP si les modèles et outils sont open source? Voilà. Alors, il y a une autre question après au niveau des tarifs, mais je vais tout vous envoyer par email. Donc, je laisse juste Natacha répondre par rapport à la valeur ajoutée d'avoir un formateur sur cette méthode. Alors, en fait, les outils, effectivement, sont open source. Après, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de vous approprier une méthodologie de gestion de projet tout seul. C'est quand même, en fait, si vous n'avez jamais eu de formation pour des outils de gestion de projet, c'est quand même un peu rude parce qu'on a besoin quand même de, voilà, au début, la pédagogie, expliquer la formation. Voilà, comprendre un petit peu les notions, comprendre les différents plans, comprendre, enfin voilà, avoir un peu un facilitateur qui vous permet ensuite de vraiment comprendre les détails et de l'utiliser au mieux. Parce que si vous êtes tout seul et vous utilisez le guide, bien sûr, c'est très bien. C'est voilà, quand vous avez déjà des méthodologies de gestion de projet, voilà, ça va vous être utile. Mais en fait, ça va quand même beaucoup vous faciliter d'avoir quelqu'un qui vous explique les tenants, les aboutissants, qu'est-ce qui se cache derrière, les logiques. Et bien sûr, cette formation vous permet de passer la certification parce que, alors là, une chose est sûre, vous ne pourrez jamais faire aucune certification pour aucune méthodologie si vous n'avez pas une préparation adéquate. Pourquoi? Parce que dans les certifications, les questions sont posées de telle manière qu'en fait, ça vous induit un petit peu dans le doute et où il faut avoir en fait vraiment fait une formation pour comprendre tout ça, pour donner la bonne réponse. Et vous êtes sous pression de temps, c'est-à-dire que vous avez voilà énormément de temps pour répondre. Vous avez donc en fait même voilà PMP Prince, quelle que soit la méthodologie, si vous faites la certification, vous devez faire une formation parce qu'il faut être entraîné aux questions qui vont être posées parce que sinon c'est très compliqué de l'avoir. Et sinon, si c'est vous l'appropriez, l'idée c'est vraiment du coup de comprendre. Et moi, en fait, ce que je trouve très important, c'est aussi de la customiser à vos besoins. C'est-à-dire que quand, par exemple, on fait une formation sur mesure avec URP, on va faire intervenir les personnes, leur demander de partager des case studies. On va en parler ensemble et l'idée, c'est qu'on va travailler ensemble sur des problématiques qui préoccupent l'organisation pour arriver à un résultat où, en fait, voilà, sur mesure, adapté au contexte de votre organisation. Voilà, donc voilà, j'espère que ça répond à la question.
Oui, merci. Alors, j'ai plusieurs questions en fait sur les différents niveaux de PM Square. Donc, par exemple, celle-ci, gestion de projet de programme de portefeuille en une seule certification. Voilà. Quels sont les différents niveaux? Donc, Mais pour l'instant, il y a un niveau, voilà, les fondements. Et après, on peut, une fois qu'on a fait le fondement, je crois on peut faire après programme, portefeuille, et puis un niveau plus avancé. Alors, je sais plus au total exactement le nom, mais on va peut-être l'envoyer par mail comme ça. Les participants auront toutes les informations précises et on pourra aussi partager toutes les langues en fait dans lesquelles c'est disponible. Adélaïde, on a peut-être du coup dans tout ce matériel qui va être envoyé tous les détails, les liens, les prix et puis les langues disponibles. Donc comme ça, on pourra vraiment répondre de manière très concrète et précise. voilà, il y a également quelque chose de dédié à l'agilité récemment. Oui, exactement. Il y a aussi un manuel qui est dédié à l'agilité. Je ne sais pas encore s'il y a une certification spécifique qui est proposée parce que voilà, tout ça c'est quand même assez récent encore, hein, donc ça se met en place. Mais en tout cas, sachez, oui, il y a un guide pour la gestion de projet agile, un guide programme, un guide portefeuille, et tout ça c'est open source. Donc voilà, donc c'est quand même très et ça permet voilà, déjà de prendre connaissance et si vos organisations, si cela vous intéresse, de revenir vers nous pour des questions, pour voir si voilà, vous souhaitez une formation plus sur mesure sur des questions spécifiques ou si vous êtes intéressé par une certification reconnue. Voilà. Ouais, je crois qu'en plus, ouais, la certification Adélaïde, donc là, voilà, c'est possible en ligne et c'est possible aussi dans en face-to-face, c'est ça, hein, la certification. Moi, je l'ai faite en ligne, du coup. Donc, il y a plusieurs possibilités pour passer la certification aussi. Donc, ouais. Alors, on a un petit peu, voilà, au niveau du temps, il y a encore plein de questions, mais on va prendre le temps de répondre à tout le monde par email. Hein. On va faire un petit FAQ avec toutes les réponses à vos questions. Voilà, donc vous recevrez tout dans l'email de follow-up de ce webinaire. Moi, je voulais particulièrement vous remercier de votre attention. Vous étiez assez nombreux sur ce webinaire, donc merci à tous. Et puis, principalement, merci à toi, Natacha, également, d'avoir animé ce webinaire. Merci à tous, à toutes et tous. Et puis, ben voilà, n'hésitez pas si vous avez les questions, on reviendra vers vous avec. Et je crois que Adélaïde, tu renverras des choses, c'est ça? Tu as prévu de. Voilà, je vais renvoyer donc toutes les informations. Donc, il y aura une brochure pour en savoir plus sur PM Square. Il y aura également une démo si vous souhaitez voir à quoi ça ressemble. Et puis, voilà, je vais donc réaliser le FAQ pour vous afin de répondre à tout le monde. Super. Bon, bah, merci beaucoup, Adélaïde. Merci à toutes et tous d'avoir participé. Puis j'espère voilà, que cet outil vous aidera dans vos futurs projets. Voilà. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.